Elle s'est effondrée dans mes bras le soir où on a appris qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. J'ai tout fait pour la rassurer. Je l'aimais plus que tout. On a commencé les démarches d'adoption. J'ai été patient, loyal, compréhensif. Et pourtant, aujourd'hui je suis seul, dans un appartement vide, avec les papiers du divorce sur la table. Ces derniers mots me hantent, t'es pas un vrai homme si tu peux pas me donner un enfant. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que j'ai sacrifié, elle m'a jeté. Comme si je ne valais plus rien. Et le pire? Je n'ai rien vu venir. On était mariés depuis 6 ans. Les 3 premières années ont été simples. Heureuses. Les 3 dernières? Beaucoup moins. Tout a commencé en douceur. Des essais ratés, des excuses, un peu de stress. Puis les choses sont devenues sérieuses, tests médicaux, spécialistes en fertilité, traitements hormonaux. Et ce silence pesant lors des trajets en voiture. Le jour où l'hôpital a appelé pour dire que c'était elle, que son insuffisance ovarienne était irréversible, elle s'est effondrée dans le couloir comme si elle venait de prendre une balle en plein cœur. Je l'ai portée jusqu'au canapé. Je l'ai tenue pendant des heures. Elle répétait en boucle, « Je suis cassée. Je suis désolée. Tu devrais me quitter. » Mais je ne suis pas parti. Je lui ai dit qu'on traverserait ça ensemble. Que fonder une famille ne passait pas forcément par un enfant biologique. Elle a pleuré encore plus fort. Et c'est ce soir-là que j'ai pris ma décision, s'il fallait adopter, alors j'étais prêt. Pour elle. Les mois suivants ont été un tourbillon, rendez-vous dans les agences, pile de formulaires à remplir. Elle a recommencé à sourire. Elle a peint la chambre d'amis. On a même choisi des prénoms, Emma pour une fille, Léo pour un garçon. J'y croyais. Sincèrement. Puis est venu ce fichu bilan sanguin. C'était censé être une formalité. Un simple suivi. Mon médecin m'a appelé alors que j'étais au travail. Il vaudrait mieux que vous veniez. Jamais bon signe. J'ai quitté le bureau, je me suis assis en face de lui, et il m'a sorti un dossier avec des mots qui n'avaient aucun sens au début. Il y a eu une erreur l'an dernier, m'a-t-il dit. Les résultats ont été inversés. La fertilité de votre femme est normale. En réalité, c'est vous. Je n'ai pas répondu. Impossible. Il continuait à parler des termes comme azoospermie et infertilité irréversible. Mais moi, je n'entendais qu'une chose, le problème, c'était moi. Depuis le début. Je suis rentré sans un mot. Comment lui dire ça? Comment admettre que toute la douleur que je l'ai aidé à porter venait en fait de moi sans que je le sache? Quand je suis entré, elle était sur le canapé, en train de lire des forums de prénoms. Elle m'a souri. Je me suis assis près d'elle, j'ai pris sa main, et j'ai dit la vérité. Au début, elle n'a pas voulu y croire. Puis elle a compris. Et son sourire s'est effacé comme si on venait d'éteindre la lumière. Pas une larme. Pas un cri. Juste ce regard figé. Et après une minute de silence, elle a lâché une phrase que je n'oublierai jamais. Alors quoi, je suis censé juste accepter ça? Je croyais qu'elle parlait de nous. De notre avenir. Mais non. Elle parlait de moi. Elle s'est levée et a quitté la pièce. Sans un mot. Sans un regard. Et moi, je suis resté là, figé, toujours en train de tenir sa main, dans ma tête. Je ne le savais pas encore, mais ce moment marquait le début de la fin. Elle ne m'a pas adressé un mot pendant 3 jours. Pas un regard. Pas un soupir. Je tentais de lancer des discussions, de savoir si elle voulait parler. Elle passait à côté de moi comme si j'étais transparent. La nuit, elle dormait dos à moi, au bord du lit, figée comme une étrangère chez elle. Le 4e matin, elle est partie très tôt. Pas de mots. Pas de message. Disparue avant même que le soleil se lève. À midi, j'ai essayé de l'appeler, aucune réponse. À 17h, je lui ai envoyé un texto, « Est-ce qu'on peut parler ce soir, s'il te plaît ?» Pas de réponse. Ce soir-là, elle est rentrée tard. Elle portait un parfum qui n'était pas le sien. Fort. Froid. Cher. Elle a jeté ses clés sur le meuble et m'a regardé comme si j'étais un inconnu. Je me suis levé. J'ai demandé si ça allait. Tu m'as menti. Sa voix était glaciale. Je t'ai pas menti. Le médecin a... Non.
Tu m'as laissé croire que c'était moi le problème. Pendant 1 an. Tu m'as laissé souffrir toute seule. J'ai serré les dents. Moi aussi j'y croyais. J'étais là quand on nous l'a dit. Tu crois que j'aurais fait semblant de te consoler? Elle a secoué la tête. T'aurais dû vérifier. Comme un coup dans le ventre. J'ai encaissé. J'avais pas envie de me battre. On peut encore adopter, j'ai dit doucement. C'est laquelle a éclaté de rire. Mais ce n'était pas un vrai rire. C'était acide. Moqueur. Je veux pas l'enfant de quelqu'un d'autre, elle a lâché. Je veux le mien. Mon sang. Mon visage. Ma voix. Je suis resté figé. Elle ne me regardait même plus. Juste le mur, derrière moi. J'ai perdu 6 ans, elle a murmuré. 6 ans avec un homme incapable de me donner ce que je veux le plus au monde. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Que répondre à ça? Elle est allée dans la chambre, a sorti une valise de sous le lit et a commencé à y jeter ses affaires. Tu fais quoi là? Je pars. Tu vas où? Elle a fermé la valise. J'ai besoin de réfléchir. De respirer. Sans ça. Ça? Elle s'est tournée vers moi. Son visage était dur. Pas en colère. Juste vide. Je peux pas être avec quelqu'un de défectueux. Ce mot. Défectueux. Comme si j'étais un grille-pain en panne. Elle est partie ce soir-là. Je l'ai regardée s'éloigner, sans un regard en arrière. Je suis resté des heures dans le noir, assis à la table, entouré de papiers d'adoption. Des formulaires. Des notes. Des noms d'enfants. Des enfants qu'on ne rencontrera jamais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte d'exister. Et je ne savais même pas encore le pire, où elle était partie. 2 jours plus tard, j'ai vu la photo. Elle. Un dîner. Du vin. En train de sourire à un homme que je ne connaissais pas. Et ce sourire? C'était celui qu'elle me réservait avant. Je suis tombé dessus par hasard, dans une story Instagram d'une amie à elle qu'on n'avait pas encore supprimée. Un de ces clichés en lumière tamisée, ambiance resto chic. 3 couples. Elle au milieu. Habillée comme si elle n'avait jamais pleuré. En face d'un type grand, en blazer, penché vers elle comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Je suis resté bloqué dessus. J'ai voulu croire que c'était une mise en scène. Que ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être. Mais je connaissais ce sourire. C'était le même que quand je lui ai demandé sa main. Le même que lors de notre réunion d'orientation pour l'adoption, quand elle m'avait murmuré, c'est le début de quelque chose de beau. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas mangé le lendemain. Je retournais voir son compte encore et encore, même si la story avait disparu. Je me disais que ça ne voulait rien dire, peut-être un dîner de travail, peut-être un ami. Mais 2 jours plus tard, j'ai eu la confirmation. Elle est repassée pour prendre d'autres affaires. Je l'ai devancée, j'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Elle a eu l'air surprise. Moi, j'étais vidé. Elle n'est pas entrée. Elle m'a juste demandé de lui porter ses affaires jusqu'à sa voiture. C'est qui? J'ai demandé. Elle a hésité. Ça suffisait. Tu l'as rencontré avant de partir, hein? Je ne suis pas parti pour lui, elle a répondu, le regard fuyant. Je suis parti parce que ce mariage ne m'apportait plus ce dont j'avais besoin. Tu veux dire, un enfant? Elle a hoché la tête. Lentement. Oui. J'ai essayé de rester calme. Tu m'avais promis qu'on affronterait ça ensemble. Que peu importait comment à adoption, GPA, autre l'important c'était nous. C'était avant que je réalise que j'avais été trompé. Tu répètes ça comme si j'avais falsifié les résultats médicaux. Elle a croisé les bras. Tu ne m'écoutes jamais. Pas quand je t'ai supplié qu'on réessaie la FIV. Pas quand je pleurais après les réunions d'adoption. Toi, t'étais toujours celui qui reste calme. Celui qui contrôle. Qui avance. Comme si rien ne te touchait. J'ai cligné des yeux. Donc maintenant c'est ma faute, parce que je me suis pas assez effondré? Elle n'a rien répondu. Réponds-moi franchement, j'ai demandé. Tu as couché avec lui quand on était encore mariés. Toujours le silence. J'avais ma réponse. Je lui ai porté ses cartons sans un mot.
Elle est restée là, main dans les poches, comme si elle attendait un bus. Quand je lui ai donné le dernier, elle a baissé les yeux et murmuré « J'espère que tu trouveras la paix ». La paix? Elle avait piétiné l'homme qui l'avait soutenu pendant la pire année de sa vie, et elle me souhaitait la paix? J'ai claqué le coffre. Fort. Et je lui ai enfin dit ce que je me retenais de dire depuis le début. Tu m'as brisé. Elle n'a rien dit. Elle est montée dans la voiture et elle est partie. Cette nuit-là, j'ai rouvert le dossier avec mes résultats médicaux. Je suis resté des heures à lire et relire les mots infertilité irréversible. Elle disait que je ne montrais jamais mes émotions. Mais la vérité? Je l'ai gardée pour après. Après que tout le monde soit parti. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de sa sœur. On ne s'était pas parlé depuis le mariage. Elle avait une voix hésitante, nerveuse. Elle ne voulait pas se mêler, mais pensait que je méritais de savoir. Elle m'a dit que mon ex-femme, elle a utilisé ce mot, vivait désormais avec le type du restaurant. Pas juste en couple. Ils habitaient ensemble. Ils se connaissaient depuis plus d'1 an. Ils s'étaient rencontrés à la salle de sport. Lui, c'était un kiné. Et d'après sa sœur, ça avait commencé bien avant la nouvelle analyse de fertilité. Je n'ai rien répondu. J'ai laissé le silence faire le travail. Elle a juste dit « Je suis désolé » et a raccroché. Ce soir-là, je suis allé là où on avait l'habitude de se balader le week-end, ce lac paisible, juste à la sortie de la ville. Je suis resté dans la voiture, fenêtres ouvertes, le vent froid sur le visage. Et j'ai laissé la réalité me frapper. Ce n'était pas l'infertilité. Ce n'était pas l'adoption. C'était elle. Elle était partie bien avant de faire sa valise. Et moi? Trop aveuglé par l'amour pour voir quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai rangé la chambre du futur bébé. On avait peint les murs en jaune. Pas rose. Pas bleu. Elle voulait quelque chose qui ressemble à la lumière du soleil. J'ai décroché le mobile au-dessus du berceau vide. Replié les petits habits encore neufs. Regardé les livres d'enfants qu'on lisait à voix haute pour s'entraîner à être parent. J'ai tout mis en carton. Et je suis allé droit à l'agence d'adoption. J'ai dit qu'on se retirait. La femme derrière le bureau m'a regardé avec douceur. Elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose. J'ai dit non. Parce que la seule chose qui aurait pu m'aider était déjà partie et ne comptait pas revenir. Les semaines ont passé. Les gens ont commencé à comprendre. Les amis. La famille. Les collègues. Chacun avec sa propre façon maladroite de réagir. Certains m'ont offert une bière. D'autres, une soirée entre potes. Un gars du boulot marié, 2 enfants m'a tapé dans le dos, « T'inquiète, tu vas rebondir. Faut juste que tu trouves une nana qui peut te donner un gosse. » J'ai eu envie de le frapper. À la place, j'ai souri. J'ai dit « Merci, mec. » La nuit, je ne dormais plus. Pas parce qu'elle me manquait. Non, ça s'était mort le jour où elle a emménagé chez lui. Mais parce que je ne savais plus qui j'étais. Si je n'étais plus un mari, si je n'allais jamais être père, alors qu'est-ce qu'il me restait? Elle disait souvent que j'étais le stable. L'encre. Celui qui ne craque jamais. Mais maintenant? J'étais en morceaux. Et le plus dur dans tout ça? Je l'aimais encore. Une partie de moi regardait encore cette porte fermée en espérant qu'elle la franchirait de nouveau. Jusqu'au jour où elle l'a fait. 2 mois après être partie, elle est revenue. Devant ma porte. Seule. Pas maquillée. Pas apprêtée. Juste un vieux sweat à capuche et des cernes comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai fait une erreur, elle a dit. Et en un instant, tout ce que je croyais avoir enterré est remonté à la surface. Je ne l'ai pas laissée entrer tout de suite. Elle était là, sur le perron, tremblante sous le vent de novembre, les bras serrés contre elle comme si elle tentait de maintenir son remords en place. Je veux juste 5 minutes, elle a murmuré. 5 minutes. Après 6 ans de mariage et une trahison qui avait tout rasé derrière elle. Mais j'ai ouvert la porte. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin d'entendre son excuse. Peut-être que j'espérais encore retrouver un fragment de la femme que j'avais aimée. Elle est entrée lentement, ses yeux s'arrêtant sur les cartons empilés contre le mur, ceux qui contenaient autrefois les affaires du bébé qu'on n'a jamais eu. Je croyais que tu vivais avec lui, j'ai dit, la voix sèche.
C'était le cas, elle a répondu. Ça n'a pas marché. J'ai failli rire. Rapide, non. Elle n'a même pas bronché. C'était pas réel. Je voulais juste fuir ce qu'on était devenu. J'ai cru qu'une nouvelle vie m'empêcherait de regarder l'ancienne en face. Donc j'étais l'ancienne. Elle a fermé les yeux. C'est pas ce que je voulais dire. Je m'en fichais. Ce qu'elle voulait dire n'avait plus d'importance. Je suis revenu parce que j'ai fait une erreur, elle a répété, plus doucement cette fois. Tu as été le seul à m'aimer vraiment. À me voir entièrement, même dans mes pires moments. Tu m'as tenu debout quand je me sentais inutile. Tu m'as porté quand je pensais avoir échoué en tant que femme. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand j'ai appris que ce n'était pas moi le problème, je n'ai pas su gérer la culpabilité. Alors j'ai fait ce que je fais de pire, j'ai puni. Et toi, t'as encaissé. Parce que si je ne te rendais pas responsable, il aurait fallu que j'admette que j'avais détruit la seule chose qui comptait vraiment. Je l'ai fixé. Silencieux. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, a-t-elle soufflé. Mais je voulais juste que tu saches, ce n'était jamais toi, le problème. Elle a sorti quelque chose de sa poche, une lettre pliée en deux. Elle l'a posée sur la table. Puis elle est partie. Je ne l'ai pas rappelée. Ni ce soir-là, ni les jours suivants. Mais j'ai lu la lettre. Elle n'était pas longue. Une page, à peine. Elle y parlait du jour de notre rencontre. Un café. Je lui avais tenu la porte 2 fois parce qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle disait se souvenir de mon sourire, celui d'un homme qui avait du temps pour elle. Elle évoquait notre réunion d'adoption en ce moment où je m'étais illuminé en parlant de lecture du soir et de balade à vélo. Et à la fin, elle avait écrit « Tu es né pour être père. Tu peux encore l'être. Même si ce n'est pas avec moi. Ne laisse pas mes erreurs t'en priver. » J'ai replié la lettre et je l'ai rangée. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Parce que j'avais enfin compris. Elle n'était pas partie parce que je ne pouvais pas lui donner un enfant. Elle était partie parce qu'elle n'a jamais eu la force de rester. Après son départ cette seconde fois, quelque chose en moi a changé. La douleur n'était plus la même. Ce n'était plus ce vide brutal et déchirant. C'était autre chose, plus sourd, plus dense. Comme porter une boîte remplie de verre brisé. Tu ne saignes plus, mais tu sens toujours le poids. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je ne l'ai pas appelé. Mais je n'ai pas jeté la lettre non plus. À la place, j'ai repris la thérapie. Les vraies séances, cette fois. Sans faire semblant que tout allait bien. J'ai raconté la rancéure, la honte qui n'était même pas la mienne, la manière dont je m'étais rendu invisible pour une femme qui, de toute façon, m'aurait quitté tôt ou tard. Un jour, mon thérapeute m'a dit, tu n'étais pas sa maison. Tu étais son abri. Et une fois la tempête passée, elle est repartie. Cette phrase m'a hanté. 1 mois a passé. Puis 2. La maison est devenue plus calme. Plus propre. J'ai recommencé à courir. J'ai pris des heures sup. J'ai accepté un week-end randonnée avec des collègues. L'un d'eux, Kevin, m'a invité à dîner. Il m'a dit que sa cousine était en ville, elle aussi sortait d'une longue relation. Rien de sérieux, il a précisé, juste 2 personnes qui comprennent ce que ça fait de vivre avec un silence qui hurle. J'y suis allé. Elle s'appelait Elodie. Elle avait un regard doux et posait des questions sincères. Pas les banalités de surface, des questions qui attendaient de vraies réponses. Je lui ai dit que je ne voulais pas sortir avec quelqu'un. Que je n'étais pas prêt. Elle a souri, moi non plus. Alors on n'a pas daté. On a parlé. Autour d'un café. À midi. Une fois, dans une librairie, pendant 3 heures d'affilée. Elle ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé. Je ne lui ai jamais dit. Mais un jour, assis sur un banc au parc, on regardait un gamin essayer de faire voler un cerf-volant tout tordu. Et elle m'a demandé doucement, « Tu en as déjà voulu, des enfants ?» Sans réfléchir, j'ai répondu, plus que tout au monde. J'ai attendu son regard, sa réaction, ce moment où les gens calculent. Mais elle s'est contentée de hocher la tête. Moi aussi. Et c'est tout. Pas de jugement. Pas de compassion forcée. Juste 2 cœurs fissurés, avec encore un peu d'espoir. Ce soir-là, j'ai rouvert l'ancien dossier d'adoption. Juste pour voir si certaines notes étaient encore d'actualité.
La plupart étaient obsolètes. Mais une m'a marqué, un contact dans une petite agence privée. Spécialisée dans les adoptions tardives, d'enfants plus âgés. J'ai appelé le lendemain. Ce n'était pas un engagement. Juste une discussion. Mais pour la première fois, ça ne ressemblait pas à une tentative de recoller les morceaux d'un rêve brisé. C'était peut-être le début de quelque chose de neuf. Quelques jours plus tard, Elodie m'a envoyé une photo. Une paire de bottes devant une porte d'entrée. C'est ça, pour moi, une maison, elle a écrit. Pas la personne qui est dedans. Juste le fait que quelqu'un t'attende. Je suis resté longtemps à fixer l'image. Et pour la première fois depuis le départ de mon ex-femme, je n'ai pas pensé à elle. J'ai pensé à la porte que je pourrais de nouveau tenir ouverte pour quelqu'un. Comme je l'avais fait autrefois avec un sourire, et tout le temps du monde. Au printemps, les gens de l'agence me connaissaient tous par mon prénom. Toujours pas de promesses. Pas de certitude. Mais ils connaissaient mon histoire maintenant. Et surtout, ils ne me regardaient pas comme un cas désespéré. Une des référentes Maya m'a demandé si j'avais envisagé le placement familial d'abord. Pas pour des nourrissons. Pour des enfants plus âgés. Ceux qu'on ne voit jamais sur les affiches souriantes. J'ai demandé une semaine pour y réfléchir. Ce soir-là, Elodie et moi revenions d'une librairie, quand elle m'a demandé « Qu'est-ce qui te retient ?» J'ai haussé les épaules. Je sais pas si je suis ce qu'ils attendent. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi, les yeux plantés dans les miens. Tu es prêt. Tu attends juste que quelqu'un le dise à voix haute. 2 semaines plus tard, j'ai dit oui. Ils m'ont présenté à un garçon. Théo. 11 ans. Silencieux. Méfiant. Toujours la capuche sur la tête, même quand il faisait chaud. On s'est rencontrés à l'agence Terrain Neutre. Il n'a presque pas parlé. A juste hoché la tête. M'a observé. J'étais nerveux. Lui, encore plus. Mais il a aimé que je ne pose pas de questions idiotes. Que je ne prétende pas que tout allait être parfait. Sa référente m'a dit plus tard, il a dit que vous souriez pas trop. Que vous aviez l'air de quelqu'un qui savait attendre. J'ai failli pleurer. Théo est venu vivre chez moi 1 mois plus tard. À l'essai. Je lui ai laissé la chambre d'amis. Pas de règle le premier jour. Juste de l'espace. Il ne parlait quasiment pas la première semaine. Il mangeait en silence. Faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande. Laissait la porte de sa chambre entr'ouverte la nuit, comme s'il n'était pas sûr de savoir où se trouvent les monstres dehors, ou en lui. Un soir, je l'ai trouvé assis dans la chambre jaune, l'ancienne nurserie. Il fixait la bibliothèque. Tu peux en prendre un, si tu veux, j'ai dit. Il n'a pas bougé. Juste demandé, c'était à vous? Ça allait l'être. Silence. Puis, très bas, vous avez un enfant? Pas encore. Il a baissé les yeux. Pas besoin de faire semblant. J'ai secoué la tête. Je fais pas semblant. Moi aussi, j'apprends. Ce soir-là, j'ai laissé un livre devant sa porte. Le lendemain matin, il n'était plus là. Petit à petit, des choses ont changé. Il a commencé à poser ses chaussures à côté des miennes. À s'asseoir à table sans qu'on le lui demande. À regarder la télé dans la même pièce que moi. Il parlait peu. Mais il restait proche. Un jour, il a pointé une photo sur le frigo Elodie et moi, avec des tasses de café, en train de rire. C'est votre copine, il a demandé. Quelque chose comme ça. Il a hoché la tête. Elle a l'air gentille. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Mais à ce moment-là, j'ai su, il essayait. Et peut-être que c'est ça, une famille ou 2 personnes qui essaient dans la même direction. L'été est arrivé vite. Théo vivait avec moi depuis presque 3 mois. On ne parlait pas de son passé. Pas directement. Mais les indices étaient là. Sa manière de sursauter quand la sonnette retentissait. La façon dont il pliait ses vêtements, comme s'il se préparait déjà à repartir. Il ne faisait pas confiance au calme. Il s'attendait à ce qu'il disparaisse. Je ne lui posais pas de questions. Je m'étais dit, quand il sera prêt, il parlera. Ou pas. Et dans les 2 cas, je serai là. Un samedi matin, en passant dans le couloir, j'ai vu sa porte légèrement entrebâillée.
Il était assis au sol, tenant une photo dans les mains. Une femme. Peut-être dans la trentaine. Cheveux blonds. Elle souriait, mais pas à la caméra, à quelqu'un hors champ. Théo ne m'a pas vu. Ou alors il s'en fichait. C'était ma mère, il a dit. Je me suis assis dans l'encadrement de la porte. J'ai gardé le silence. Elle est morte quand j'avais 6 ans. Overdose. Les mots sont tombés d'un bloc. Sec. Sans larmes. Comme un texte qu'il avait répété. Après, j'ai tourné. Une tente. Des familles d'accueil. Maintenant ici. Il m'a regardé. Tu vas me garder? Cette question. Elle m'a traversé de part en part. Pas est-ce que je peux rester? Pas est-ce que tu m'aimes? Mais, tu vas me garder? Comme si j'étais un client qui pouvait décider de le rapporter, comme un pull trop petit. J'ai hoché la tête. Lentement. Si tu veux rester. Il s'est essuyé le nez. S'est levé d'un coup. Je vais être en retard pour le soutien. Mais en passant près de moi, il a posé une main sur mon épaule. Légère. Hésitante. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Élodie. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, tu sais que je suis fier de toi. J'ai souri. Je suis pas sûr de bien faire les choses. Tu es là, elle a répondu. C'est déjà plus que beaucoup. Le lendemain, Théo m'a tendu un papier de l'école. Un formulaire pour une colonie de vacances. 1 semaine. En internat. Je pensais qu'il voudrait éviter. T'es sûr, j'ai demandé. Il a haussé les épaules. Autant essayer avant de dire que c'est nul. Alors j'ai signé. Mais le jour où je l'ai déposé, j'ai remarqué un truc étrange. Il regardait sans cesse derrière lui. Pour vérifier si j'étais encore là. Comme s'il ne croyait pas que je reviendrais. Et quand je suis revenu le chercher le vendredi, il avait l'air surpris. Tu es revenu? Bien sûr. Il a hoché la tête. Détourné les yeux. Mais j'ai vu ses doigts serrer la lanière de son sac à dos un peu plus fort. C'est là que je l'ai senti, pas juste de la responsabilité. Pas juste de l'affection. Quelque chose de plus profond. Je ne voulais plus juste l'aider. Je voulais être son père. Les papiers d'adoption étaient là, sur mon bureau, depuis des semaines. Intacts. Intimidants. Je me disais que j'attendais le bon moment. Que je voulais être sûr que Théo était prêt. Mais en réalité, j'avais peur. Pas de son refus. De le décevoir. Et si je n'étais pas assez? Et si je n'arrivais pas à réparer ce que d'autres avaient cassé? Et s'il grandissait en me reprochant d'avoir essayé de remplacer ce qu'il avait perdu? Mais toutes ces questions ont disparu la nuit où il est tombé malade. Ça a commencé par une toux. Puis de la fièvre. Des vomissements. À minuit, je faisais les 100 pas dans le couloir, écoutant ses gémissements à travers la porte. J'ai frappé doucement. Une voix faible, ouais. Il était recroquevillé sur son lit, tremblant, trempé de sueur. Je me suis approché. L'hôpital, j'ai demandé. Il a hoché la tête. Vite. Sans discuter. Rien que ça, c'était un signe de la gravité. On a passé 6 heures aux urgences. Je lui ai tenu la main pendant les examens, les prises de sang, la perfusion. Il n'a pas pleuré. Il fixait le plafond, la mâchoire crispée comme s'il attendait que le pire arrive. À un moment, l'infirmière a demandé, « C'est votre papa ?» Théo a répondu avant moi. « Ouais. C'est lui. » Elle a souri. Elle l'a noté comme un fait. Il ne m'a pas regardé après. Mais quand je me suis rassis, il a posé sa tête contre mon bras. 1 seconde. C'était suffisant. Le lendemain matin, de retour à la maison après sa sortie, j'ai fait des crêpes mal. Il a souri en me voyant en faire tomber une par terre. « T'es pas super doué, » il a dit. « J'apprends », j'ai répondu. Il a goûté. Ça pourrait être pire. L'après-midi, on regardait un film sur le canapé. À la moitié, j'ai mis pause. Je me suis levé. J'ai pris le dossier. Je suis revenu avec et je le lui ai tendu. « C'est quoi ?»
Un truc que j'arrête pas de repousser. Il a ouvert. Lu la première ligne, demande d'adoption. Il s'est tu. Je veux pas te forcer, j'ai dit. Mais si tu veux ça, si tu veux moi, je suis là. Pour de vrai. Il a fixé les papiers. Puis il m'a regardé. Mon nom va changer? Si tu veux, oui. Il a réfléchi. Puis a hoché la tête. Ok. Juste ça. Un mot. Ok. Le lendemain, on est allé au tribunal. Élodie est venue avec nous. Théo a pris nos deux mains comme s'il hésitait sur celle qui offrait le plus de sécurité, alors il a choisi les deux. Le juge lui a demandé de confirmer son choix. Il n'a pas hésité. Je veux que ce soit réel. Et maintenant, ça l'est. Je suis père. D'un garçon qui croyait ne jamais être choisi. Et dire que j'ai passé des années à penser que je n'entendrais jamais ce mot. Mais ce soir-là, en passant devant moi dans le couloir, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Bonne nuit, papa. Et juste comme ça, tout ce que j'avais perdu a enfin pris un sens. 6 mois plus tard, notre vie ne ressemblait plus à celle d'avant. Théo m'appelait papa sans hésitation. Parfois sur le ton de la blague. Parfois à voix basse, comme s'il le testait encore. À chaque fois, ça résonnait en moi comme une seconde respiration. Il avait ramené son premier 18 en maths. Élodie l'avait aidé à réviser. Elle ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit, elle était juste là. Et c'est ce dont il avait besoin. Ce dont moi aussi j'avais besoin. Tout n'était pas parfait. Il faisait encore des cauchemars parfois. Il avait encore du mal avec les changements soudains. Mais il ne fuyait plus. Il parlait. Un soir, on était assis sur le porche. Les étoiles au-dessus de nous. Juste lui et moi. Tu penses encore à elle? Il a demandé. Je savais de qui il parlait. Mon ex-femme. J'ai marqué une pause. Parfois. Il a hoché la tête. Tu la détestes? J'ai expiré lentement. Non. Je pense qu'elle a renoncé à la mauvaise version de notre histoire. Il avait l'air perdu. Je croyais qu'être un homme, c'était construire quelque chose de parfait. Mais en réalité, c'est être celui qui reste, même quand tout est fissuré. Il est resté silencieux un moment. Puis, tu crois qu'elle regrette? Ça, je n'en savais rien. Mais le destin m'a donné une réponse. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email. Juste un objet, j'ai vu la publication du tribunal. Félicitations. Rien d'autre. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une reconnaissance. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle faisait partie du chemin. Mais elle n'avait plus sa place dans ce que j'étais en train de construire. Théo a été officiellement inscrit à l'école sous mon nom. On a encadré le certificat d'adoption ensemble. Élodie a emménagé un mois plus tard sur invitation de Théo. Il lui a fabriqué une clé dans une borne automatique. Comme ça, tu pourras toujours rentrer à la maison, il lui a dit. On a passé notre premier Noël rien que tous les trois. Pas de tension. Pas d'absent. Juste de la dinde, des vannes nulles et des éclats de rire sincères. Je les ai regardés depuis la cuisine, Élodie et Théo rangeant les restes, se disputant les dernières parts de farce. Et j'ai pensé à l'homme que j'étais. Celui qui croyait qu'un diagnostic marquait la fin de tout. Celui qui s'était accroché à une femme qu'il avait quittée depuis bien longtemps. Je m'étais trompé. Parce que parfois, ce qui te brise, te dégage la voie. C'est un redémarrage. Une chance de bâtir quelque chose de meilleur. Pas la famille que j'avais imaginée. Mais celle qui avait le plus besoin de moi. Alors dites-moi. Vous, à ma place. Est-ce que vous lui auriez pardonné? Ou est-ce que vous seriez parti comme moi?